Pour me présenter, je m'appelle Étienne Galmiche. Je suis le fondateur d'un organisme de formation qui s'appelle l'Agence Activement Bousculante. C'était mieux sur la première slide que vous l'aviez ici. Euh, c'est un organisme de formation qui existe depuis 2 ans. Précédemment, je travaillais à Talent Campus, qui était une initiative d'excellence en formation innovante soutenue par les universités de Bourgogne et Franche-Comté. C'est dans ces différents cadres que, à la fois, j'exerçais et que j'exerce un métier de formateur, mais où aussi je réfléchis activement aux questions de collaboration. Comment des personnes, qu'elles soient en études, en milieu professionnel, en insertion, peuvent arriver à faire des choses ensemble, à produire, à avancer sur un projet, voilà, à évoluer dans un projet ensemble. Et il y a 1 mois et demi, donc début octobre, il y a eu une formation qui a été assez décisive, on va dire, dans ce cursus, une formation proposée à des agents du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, précisément autour de ce thème-là, de la collaboration, et à l'occasion de laquelle on a beaucoup réfléchi sur qu'est-ce qui peut aider un groupe à collaborer efficacement. Et on a repéré, et c'est central dans cette conférence, on y reviendra, on a repéré finalement 2 enjeux pour que la collaboration puisse être une collaboration durable. Parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'on construit un groupe pour produire quelque chose de façon très courte, mais très souvent, les collectifs dans lesquels vous êtes et dans lesquels je suis sont des collectifs qui, en fait, sont amenés à se revoir, sont amenés à collaborer dans la durée. Et c'est précisément à ce moment-là que les choses se compliquent. C'est-à-dire que petit à petit, il y a des inimitiés qui s'installent, des processus de travail pas toujours très efficaces. Et tout ça fait que petit à petit, les personnes ont moins envie de venir, ou viennent, mais consultent leur téléphone, ou font d'autres choses, ou commencent à saboter les réunions. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit, aïe, finalement, je serais peut-être allé plus vite tout seul. Donc, pour pas que ce soit le cas, voilà, on va travailler ensemble pendant 1 heure là sur comment on peut faire pour que la collaboration réussisse finalement à dépasser et à transformer 2 enjeux. Le premier étant la productivité et l'efficacité du groupe, parce qu'effectivement, si on a décidé de travailler ensemble, c'est normalement pour produire quelque chose, produire des idées, produire des actions, produire de la relation, produire toutes sortes de choses en fait. Hein. C'est pas, voilà, on n'est pas dans une productivité strictement économique. Donc, normalement, un groupe en collaboration est censé être productif et efficace. Et puis, le deuxième enjeu, auquel on ne pense pas toujours, c'est le plaisir à travailler ensemble. Et c'est souvent cet axe-là qui va permettre de donner un peu de durabilité à un groupe. Est-ce que, quand nous sommes en collaboration, nous prenons plaisir à travailler ensemble? Et ça, c'est voilà, un vrai enjeu sur lequel je vous propose voilà, qu'on se penche pendant la durée de cette conférence. Céline, est-ce que tu penses qu'on est, voilà, on est un collectif qui peut démarrer le travail en sous-groupe? Est-ce qu'il faut qu'on attende encore 1 ou 2 minutes? Est-ce qu'il faut que je joue les meubles Ikea et que Non, non, je non. comble un peu le On va, vide? Ça on va va? commencer hein, pour respecter le timing. Donc, on est environ une cinquantaine. Donc, je viens de partager et de repartager donc, dans la bulle de discussion donc, un lien sur lequel je vous invite à cliquer. Ce lien va vous envoyer en fait vers des slides que vous allez donc remplir puisqu'on va vous mettre en format atelier. Parce que comme le disait Étienne, cette séquence va être interactive pour pouvoir vous interpeller en vous interrogeant et puis on repartagera, Étienne repartagera donc des notions importantes justement sur la collaboration. Donc ça va s'organiser de la façon suivante. Donc j'ai partagé ce lien, vous allez être en sous-groupe d'environ 4 ou 5 personnes. Étienne va vous donner des consignes et des questions auxquelles vous allez répondre. Quand vous serez en sous-groupe, donc vous allez cliquer sur ce lien, en tout cas une des personnes du groupe, et vous allez partager votre écran et prendre des notes. Attention, sur une consigne assez simple, mais que je vous invite à retenir, ceux qui sont en salle 1 prendront des notes donc sur les slides du groupe 1, il y en a 2. Ceux qui sont en salle 2 prendront des notes sur les slides du groupe 2. Il y a 2 slides à chaque fois, une pour chaque étape qu'Étienne va vous indiquer. Est-ce que mes consignes sont claires, Cécile? Cécile Marceau, est-ce que tu m'entends?
J'interroge au hasard pour savoir si mes consignes sont claires. Aurore nous a levé le pouce. Ah, Aurore a levé le pouce, très bien. Très bien. Les Donc, personnes qui seront dans le groupe d'Aurore, vous avez de la chance. Elle a oui, c'est compris. ça, parce qu'a priori, c'est clair. Merci, Kadja. Merci, Sophie. Très bien. Donc, du coup, c'est France, clair. merci. Donc, Étienne, je vais te laisser donc, poser ta question, puis je vais envoyer donc, les personnes ici présentes en groupe de 4 ou 5 pendant 7 minutes. C'est ça, Étienne? 7 minutes chrono, et au bout des 7 minutes, on vient vous repêcher et vous ramener tous ensemble. Donc, en Très fait, bien. pour vous Pendant ces donner 7 minutes, vous travaillerez uniquement sur la première slide de votre groupe. Voilà. Oui, tout à fait. Pour vous donner une idée de l'organisation de cette conférence, donc il va y avoir effectivement 2 temps de travail en sous-groupe. Un premier temps qui donnera lieu à une restitution tous ensemble, où en fait, avec Céline, on va aller piocher vos réponses dans les slides que vous aurez remplis. C'est pour ça qu'on a besoin que vous les remplissiez. Et puis, nous vous replongerons dans une deuxième séquence de travail, et même mode opératoire, on viendra piocher dans les slides des réponses que vous avez proposées. Puis ce qui est bien, c'est qu'on va avoir toutes vos réponses, on pourra les garder pour après la conférence. Et puis, une fois que ce processus aura eu lieu, je prendrai une quinzaine de minutes pour vous donner quelques éclairages, on va dire, plus théoriques, en tout cas pour vous permettre de prendre du recul sur les questions de collaboration à partir de, voilà, des contributions et des réflexions que vous aurez conduites. Donc, effectivement, nous arrivons au moment officiel du premier sujet que vous allez aborder. Vous voyez qu'on est dans cauchemar en cuisine. En fait, c'est plutôt cauchemar en collaboration. Vous allez faire ce qu'on appelle de l'apagogie. L'apagogie, ça consiste à raisonner par l'absurde. Donc, vous allez devoir réfléchir en sous-groupe à qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, quelle posture, quelles actions, quelle organisation. Comment faire pour que 100% de vos démarches collaboratives virent au cauchemar? C'est-à-dire que là, on veut vraiment que ce soit le plus catastrophique possible, que vos processus de collaboration ne mènent à rien, qu'ils soient déplaisants. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous pourriez dire pour que ce soit un cauchemar de collaborer? Céline, je crois que tu peux lancer les sous-groupes et on se retrouve dans 7 minutes avec vos pires idées, puisqu'on veut atteindre 100%. C'est parti. Donc, je vous rappelle, vous allez être en sous-groupe, vous cliquez sur le lien et l'un d'entre vous prend des notes. C'est parti. Eh bien, bravo pour votre contribution. Comme l'a dit une personne en arrivant, vu à la vitesse avec laquelle on a trouvé des idées, ça en dit long sur nos cauchemars de collaboration. Oui, c'est ça. Donc, on va en lire quelques-unes. Et si vous avez envie, vous pouvez, comme vous avez ouvert ce qu'on appelle le Google Slide, vous pouvez aussi aller le parcourir de votre côté. Je lis que effectivement, on serait bien si tout le monde était sur son téléphone portable ou qu'il faisait autre chose, s'il n'y avait aucun ordre du jour, si chacun restait campé sur ses positions, si les gens ne s'écoutent pas, si on ne prend pas le temps de faire de tour de table, si une personne fragile craque et se met à pleurer. Céline, qu'est-ce que tu peux Alors moi, dire? cher Étienne, je vois un manque de respect dans les échanges, de l'impolitesse, voire de l'agressivité, de l'absence de transparence dans les informations partagées, le fait d'ignorer certains participants, de monopoliser la parole ou à l'inverse, ne jamais la prendre, ne pas s'investir dans le projet de collaboration et ne pas avoir d'objectif sur les attendus de la collaboration, faire de la réunionité aiguë. Bien. Étienne, des éléments Oui. complémentaires. De la mauvaise humeur, s'il vous plaît, de la mauvaise communication, donc les personnes qui ne s'écoutent pas, le fait qu'il n'y ait pas de modération dans le groupe, donc du coup tout le monde parle, ça se passe n'importe comment, et globalement le fait qu'il n'y ait pas de cadre. À toi de jouer. Très bien. Et en complément, donc, être jamais d'accord, toujours quelque chose à redire, la critique négative et continuelle, la dispersion de la communication, alors toujours l'absence de clarification des objectifs ou des objectifs incompris, ne pas tenir le timing, ne pas tenir le cadencement, ne pas savoir transmettre du plaisir, ne pas s'écouter et ne pas faire ressortir ce qui a fonctionné à chaque étape du process. Ouais, je remarque que les groupes ont, ont largement dépassé les 5 points. On va peut-être prendre que 2-3 points par groupe. Il n'y a pas d'identification des rôles des participants, donc chacun finalement fait un peu ce qu'il veut. Toujours ce problème de méthode de travail, pas d'objectif, pas de planification, pas d'ordre du jour, pas d'interconnaissance entre les acteurs. On a des gens qui, voilà, finalement sont là mais ne savent pas trop pourquoi. À toi.
Et pour compléter, je ne vais pas tout relire, mais l'absence de compte-rendu de réunion et pas de to-do list, pas de validation hiérarchique ni des élus. Le reste ayant été dit, je te passe la parole. Ouais. Je vois ici l'idée de l'impatience, le fait que le collectif ait envie d'aller trop vite et puis qu'il y ait des erreurs qui soient faites sur les contributeurs. Et je vois enfin le manque de convivialité des personnes réfractaires, des personnes qui veulent imposer leur point de vue aux autres, l'absence d'organisation de l'événement et à nouveau, ne pas s'être mis d'accord sur les objectifs. Ici, dans le groupe 9, je vois qu'il propose une absence de transparence dans les informations partagées, voire un manque de respect, de l'agressivité, de l'impolitesse, du jugement. Voilà, je trouve que c'est pas mal aussi. Ou voire ignorer certains participants. Je trouve ça assez croustillant comme idée. Et enfin, je vais conclure, peut-être, Étienne, ne pas dire bonjour. Ça c'est déjà une bonne chose pour 100% de collaboration échouée et ne pas prévoir de temps conviviaux. Ok. Et moi, pour finir, j'ai le fait qu'il n'y ait pas de brise-glace, finalement, qu'on ne prenne pas le temps de faire connaissance. On l'a déjà dit, mais il y a cette idée de brise-glace que je trouve intéressante. Le fait que la vision du projet ne soit pas partagée par les parties prenantes et qu'il y ait des dysfonctionnements dans les moyens ou les outils qui sont à disposition pour collaborer. OK. Eh ben, à ce stade du processus, je dois déjà vous féliciter parce que je trouve que votre créativité est vraiment au niveau. Et effectivement, on va dire qu'en négatif, on va retrouver effectivement toutes sortes de comportements qu'on peut parfois observer. Alors Dieu merci, ou en tout cas je vous le souhaite, on ne vit pas forcément en même temps dans un même processus collaboratif l'ensemble de ces vexations ou manques d'organisation. Mais malheureusement, effectivement, c'est parfois des choses qu'on peut repérer. On va enchaîner avec une deuxième séquence. Cette fois-ci, donc, je vous ai dit qu'on allait raisonner par l'absurde, c'est-à-dire qu'on commence par une vision cauchemar. Et l'idée maintenant, c'est d'aller au contraire vers une vision rêvée, donc réfléchir ensemble au contraire à des règles qui pourraient être vertueuses. Comment faire pour que 100% de vos démarches collaboratives soient durables? Et pour ça, je vais vous demander votre attention parce que la nature de vos idées peut être intéressante. Je vais vous demander de réfléchir autour de trois types de propositions différentes. Vous allez retrouver ça dans le document partagé. Le premier type de proposition, donc peut-être que vous aurez plein d'idées, mais il faudrait essayer de n'en sélectionner que trois. Pardon. La première, c'est qu'est-ce qui pourrait, pour que 100% des démarches collaboratives soient durables, qu'est-ce qui serait l'idée qui, selon vous, selon votre groupe, est vraiment la plus impactante? C'est-à-dire, si on devait en garder une qui fonctionne vraiment, ce serait laquelle? Un deuxième type de contribution qui serait, est-ce qu'il n'y a pas une méthode, peut-être un peu classique, mais que vous avez collectivement validée parce que vous l'avez testée? Et donc, en gros, on va dire un incontournable de la collaboration qui, selon vous, vraiment fonctionne très bien aussi. Et puis, parce que parfois vous avez des idées et puis vous n'avez pas eu l'occasion de les tester ou de les partager, vous avez peut-être une idée un peu insolite, une manière de faire qui finalement n'a pas été beaucoup vue, beaucoup expérimentée, mais qui mériterait le détour et qui mériterait notamment d'être citée dans le cadre de cette conférence. Donc, trois registres de collaboration. Là, votre première idée sera quelle est notre pratique la plus impactante, notre deuxième, celle que nous avons peut-être le plus testée tous ensemble respectivement, et la troisième, une idée un peu insolite qu'on a envie de partager au grand collectif. Céline, si tu es d'accord, on est reparti pour une séquence de travail en sous-groupe. Et donc, même consigne, cette fois-ci, vous allez donc sur la deuxième slide de chaque groupe. C'est parti, à tout à l'heure. Merci. Donc, si je commence, je lis une idée impactante, c'est finalement la convivialité. Se donner voilà, au moins un accueil café. Une idée testée, approuvée, donner un cadre formel et bienveillant. Donc voilà, poser un cadre. Et puis une idée insolite, ce serait mettre en place un jeu de rôle, se mettre à la place d'eux. Donc j'imagine que voilà, dans un groupe, dans un collectif qui travaille, tiens, bah, prends ma place un peu là et puis vois comment ça se passe. À toi, Céline. Très bien. Alors, une chose très importante, connaître ses interlocuteurs, savoir qui est qui, se reconnaître. On parle de reconnaissance.
Connaître aussi les contraintes de chacun, que chacun ait sa juste place, que la hiérarchie accorde le droit de travailler en collaboration et partager, être convaincu de la méthode, la finalité et les objectifs. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. OK. Moi, une idée impactante, c'est se voir régulièrement. Finalement, voilà, le pire peut-être, c'est trop de temps entre les espaces de collaboration. Méthode testée, approuvée, validée, c'est la co-construction. Et le plus insolite, organiser une séance de team building pour son collectif. Alors, la plus impactante, sujet motivant avec volontariat des participants. Enjeu fort et partagé par tous. La plus validée, testée et approuvée, la bienveillance. Et la plus insolite, pour éviter la réunion institutionnelle, changer de format du type de réunion quand on se rencontre, réunion debout, pas toujours dans le même site, dans les locaux de chacun des participants, donc à tester. Ok, Céline, je pense que tu pourras essayer de parler le plus proche de ton micro possible. D'accord. Méthode la plus impactante, favoriser une compréhension commune des enjeux et des objectifs du projet. Une méthode testée, validée, approuvée, le Flash Codev. Donc, si vous ne connaissez pas, voilà, recommandé Flash Codev. Et puis, la proposition la plus insolite du groupe 7, malheureusement, ne nous sera pas connue, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de terminer. Impactant du groupe 6, poser les règles de fonctionnement et s'entendre sur les objectifs. Favoriser la concertation dans les décisions. La plus validée et approuvée, une adresse email générique pour le groupe. Et la plus insolite, une auberge espagnole pour les repas, convivialité et parler de son territoire. J'en profite pour dire que toutes ces contributions, on va pouvoir, je pense, les mettre en accès d'une manière ou d'une autre. Ça pourrait être chouette pour que vous puissiez après les retrouver. Alors, plus impactante, aller dans l'interconnaissance, mais au-delà du champ professionnel, c'est-à-dire s'organiser des temps conviviaux, voilà, plus perso. La plus validée et approuvée, ce serait autoriser l'humour dans les réunions, afin d'avoir une vraie distance critique. Et puis, plus insolite, changer de cadre, sortir des murs, des lieux de réunion habituels, et déplacer les postures. Très bien, j'enchaîne avec le groupe 8, avec la mesure la plus impactante. Sens, plaisir, partage, émotion et expression de tous. La plus testée, dynamique du labo à la région, Flash Codev encore, brise-glace et mois de l'innovation publique. Et la plus insolite, un energizer, avec l'exemple de la boxe à Sochaux. Ok. Alors là, j'ai une contribution riche. Je vais devoir choisir un peu. Dans la plus impactante, j'ai vu avoir un animateur facilitateur pour avoir encore à nouveau une question de cadre. Il y a aussi l'idée dans le cadre de faire écrire les règles de vie du groupe. Je trouvais ça intéressant. Tester, approuver. Travailler individuellement puis en groupe. Ah oui, pas forcément travailler tous ensemble tout le temps. Et on me cite Lego Serious Play. Insolite, prévoir un cadre complètement déroutant. Donc à nouveau, sortir dans un parc, une salle perchée dans les arbres, etc. Et je termine par le groupe 10 avec la proposition la plus impactante, le brise-glace. Alors, nombre d'entre vous l'utilisent. La plus validée, testée et approuvée, les objectifs, le rappel des objectifs. Et la plus insolite, des supports ludiques, dessiner c'est gagner, format de réunion pas classique, escape game en extérieur. Bon, bref, vous allez tous finir dehors. Je termine avec le groupe 1. La proposition la plus impactante, le plaisir de contribuer par la communication dans le respect, l'écoute et la bonne humeur. Valider, approuver le cadencement d'une réunion. Durée adaptée, respect des horaires, bon rythme. Et la plus insolite, travailler sous forme de jeu. Ok. Ouais, tu as envie de parler, Céline? Non. Non, j'allais dire, Étienne, c'est à toi à partir. Donc, merci déjà pour ces partages. Et donc, je te passe la parole pour aller plus loin avec ces propositions. Merci beaucoup. Dans les processus collaboratifs, là, vous avez donné plein d'idées et toutes ces idées vont venir nourrir, selon moi, 4 grands espaces qui sont en jeu dans la collaboration. Donc, je rappelle vraiment les 2 enjeux de la collaboration. Pour moi, c'est l'efficacité. Tiens, je vais revenir un coup en arrière. Voilà, l'efficacité et la productivité du groupe et le plaisir à travailler ensemble. Pour moi, c'est vraiment les 2
ressource indispensable pour travailler durablement ensemble. Je vous propose un petit cadre théorique qui tient en 4 dimensions. Dans la collaboration, le premier acteur, qui parfois est un peu négligé, c'est moi. Moi, c'est voilà, chacun d'entre vous, quand vous êtes impliqué dans une collaboration. Vous êtes qui? Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous avez une forme d'écoute sur comment vous vous sentez, comment vous vous situez dans le processus collaboratif, quelles sont vos émotions, etc. Donc, bien souvent, dans les processus de collaboration, la connaissance de soi, la prise en compte de soi, finalement, la collaboration, ce serait une affaire d'égoïstes, pas vraiment en fait, mais en tout cas de personnes qui ont une conscience d'elles-mêmes et qui donc ont une capacité à potentiellement restituer aux autres ce qu'elles sont en train de vivre. Et ça, je pense, c'est vraiment un point extrêmement important. Évidemment, dans la collaboration, il y a moi et puis il y a l'autre ou les autres, parce que très souvent, on collabore à plus que 2. Les autres, moi, ce qui me paraît très important à dire, c'est que ce sont des inconnus. C'est-à-dire que même si on travaille avec eux depuis 10 ans, on n'est pas à l'intérieur de leur corps, on n'est pas à l'intérieur de leurs pensées. Donc, en fait, il y a plein de choses qui nous échappent. Et en fait, la collaboration, dès lors qu'elle s'invite avec d'autres personnes, est quelque part un jeu d'aveugle. C'est-à-dire qu'on pense que les autres vont penser quelque chose, comme nous, pas comme nous, etc. Donc, en fait, nous sommes très souvent soumis à un monde d'hypothèses, d'interprétations, de jugements, de faux-semblants, qui malheureusement vont déformer ce que réellement peuvent penser les autres. Donc vraiment, c'est très basique, mais je trouve intéressant de mettre vraiment de la conscience sur qui je suis et finalement, qu'est-ce que je sais ou qu'est-ce que je ne sais pas des autres. Et donc, à quel moment je commence à faire des hypothèses et à quel moment je suis vraiment dans quelque chose de factuel. Troisième élément dans la collaboration, c'est évidemment la relation entre moi et les autres. Et c'est là où on va rentrer dans tout l'univers de la communication. Vous en avez beaucoup parlé. Voilà, le fait de pouvoir communiquer un certain nombre de choses, le fait aussi potentiellement d'être dans la non-communication. Quand vous êtes allé dans le cauchemar, vous avez donné beaucoup d'exemples de non-communication, des personnes qui ne se parlent pas, des personnes qui ne s'écoutent pas, des personnes qui sont mobilisées par leur téléphone, etc. Là, on est vraiment dans le champ de la relation. Et donc, comment je peux travailler sur ce champ-là pour proposer quelque chose d'efficace en collaboration. Et puis, dernier élément de cette dynamique-là, c'est le cadre de la collaboration. Et là, évidemment, on va retrouver énormément de choses. Je vais y revenir un peu plus tard, mais c'est en gros comment on va nourrir l'espace collectif, c'est-à-dire finalement, à quel moment on va dire c'est OK dans le cadre de notre relation, à quel moment on va dire c'est pas OK, on sort du cadre. Pour vous donner quelques images, pour vous repérer un petit peu là-dedans, il y a quelques concepts qui me paraissent vraiment fondamentaux. Vous avez une illustration là de ce qu'on appelle les cadres de référence. C'est vraiment pour vous montrer que d'une personne à une autre, il y a tout un tas de paramètres qui vont agir de façon à différencier quelque part la vision du monde. Dans le cadre de référence de gauche, on peut trouver voilà, un certain nombre de sujets en lien, par exemple, avec des caractéristiques physiques, mon âge, ma taille. On peut trouver aussi la santé, on peut trouver la relation qu'on a à son corps, est-ce qu'on entretient ou pas, est-ce qu'on a une attention à son corps. On va trouver l'humeur du jour, est-ce qu'elle est tempétueuse ou plutôt favorable. On va retrouver tout ce qui vient de notre éducation, nos expériences, notre vécu, nos origines. On va retrouver aussi nos limites, parfois nos handicaps. On va retrouver nos émotions, notre relation aux émotions. On va retrouver nos valeurs, on va retrouver nos croyances. Il va y avoir aussi notre métier, notre état de finance, et puis le genre aussi qui peut avoir un rôle dans notre perception du monde. Et tout ça, évidemment, devient une espèce de grand sac qui va conditionner complètement notre perception du monde. C'est-à-dire que je ne vais pas du tout percevoir, je ne sais pas, un imprévu, par exemple, un imprévu financier, je ne vais pas le prévoir du tout, de la même façon, selon mon état de finance, mon état de santé, mon rapport à l'argent, mes croyances sur le monde dans lequel on vit, etc. Et donc, en fait, dans la collaboration, bien souvent, on oublie que les autres personnes autour de la table, quand bien même elles sont dans le même service, quand bien même on a l'impression de venir du même monde, en fait, on a tendance à oublier que ces personnes-là ont des cadres de référence qui peuvent être complètement différents, de par notamment leur éducation, leur vécu, leurs origines, mais aussi de par
l'humeur du jour, vous en avez parlé dans les idées vertueuses. Effectivement, le fait de porter attention à comment ça va autour de la table, de se partager finalement des éléments de météo du matin ou de l'après-midi, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important pour effectivement favoriser la compréhension entre moi et les autres. Un facteur clé, ça va être aussi les émotions. Les émotions, petit à petit, elles commencent à rentrer dans le milieu du travail, en entreprise, en collectivité. Pendant longtemps, ça a été un peu le parent pauvre, c'est-à-dire que les émotions, c'était un truc de développement personnel, c'était quelque chose, parfois certaines personnes trouvaient que c'était pas sérieux, ou alors que c'était réservé à la sphère personnelle, c'est-à-dire finalement, mes émotions, je me les garde, ça n'appartient pas à la sphère professionnelle. Et puis pour moi, il y a un élément qui a créé un gros changement, c'est ce qu'on appelle la prévention des risques psychosociaux. Quand on s'est intéressé en fait aux problématiques d'absentéisme, de burn-out, de maladies professionnelles, etc., on s'est aperçu que la pression, le stress, tout ça était souvent en lien avec un vécu émotionnel important, fort, parfois contraignant, et qu'en fait, le fait de ne pas partager ses émotions sur son milieu de travail, c'était un facteur aggravant de stress, de potentielle dépression, burn-out, etc. Et donc, pour favoriser la prévention des risques psychosociaux, peut-être que vous avez déjà eu des sensibilisations dans ce domaine-là, souvent on encourage en fait les personnes sur leur milieu de travail à échanger autour des émotions qu'ils rencontrent. Et ça tombe bien, en fait, c'est une des méthodes les plus efficaces pour permettre à un groupe de collaborer dans la durée, c'est effectivement à un moment avoir une capacité à restituer une émotion qu'on ressent, puisqu'en fait, une émotion, quelle qu'elle soit, hein, il n'y a pas d'émotion négative ou positive, elles sont toutes utiles, elles sont parfois agréables ou désagréables. Une émotion, en fait, permet de donner un état interne et potentiellement un besoin, et donc peut permettre à une personne de formuler une demande. Donc vraiment, quand on commence à entrer dans des processus d'intelligence émotionnelle, on va vraiment gagner en efficacité, en plaisir à travailler ensemble. Euh, Tout ça, évidemment, va graviter autour de la question de la communication, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire comment je vais communiquer sur mon cadre de référence pour expliquer que mes valeurs sont celles-là et que dans le cadre de ce projet, j'ai un peu de mal à suivre telle ou telle option. Comment je vais communiquer sur mes émotions et sur les besoins que je peux avoir dans une situation donnée. Deuxième élément important, c'est donner un cadre à la collaboration. Vous vous rappelez, je vous ai donné quatre axes majeurs. On a abordé rapidement, hein, moi, l'autre, les autres, la relation. Et puis, il y a cette question du cadre que vous avez beaucoup cité, donner un ordre du jour, se fixer des règles de fonctionnement, choisir l'endroit où on va se rencontrer, etc. Tous ces éléments-là sont des éléments de cadre. Et effectivement, c'est un élément décisif puisque quand un collectif se constitue ou quand simplement il a envie de se poser la question, c'est un moment très important que de se prendre le temps de fixer le cadre. Et bien souvent, on connaît des collectifs dans lesquels le cadre n'a pas été déterminé et donc dans lequel en fait on ne peut pas savoir ce qui est possible de faire ou pas possible de faire. Et je vous donne quelques exemples de pratiques qui sont des illustrations du cadre et qui me semblent tout à fait intéressantes en termes de collaboration. La première, c'est partager son humeur. Donc ça, on en a parlé, vous en avez parlé. L'idée, c'est effectivement, est-ce que je peux avoir une capacité, est-ce que nous pouvons partager ensemble notre météo du matin? Alors ça peut être dans un service. Parfois, on remarque dans les services un petit tableau avec les prénoms des personnes et puis des éléments de météo. Voilà, typiquement, voilà un service qui fonctionne avec son humeur. Mais ça peut être aussi dans un cadre de collectif qui se réunit une fois de temps en temps. Et souvent, on pense que c'est un petit peu superficiel, mais j'observe que d'une séance à une autre, dans un groupe, la parole va être de plus en plus spécifique et profonde. Donc, c'est dans le temps, je trouve que l'humeur devient vraiment un outil intéressant. Deuxième élément, c'est vraiment des classiques, mais vraiment, si vous ne les avez pas mis en place, c'est vraiment le moment de le faire. Déterminer des règles de vie pour le collectif. Et là, une bonne pratique à vous conseiller, c'est, je pense que le plus efficace, c'est de proposer au groupe de le déterminer ensemble. C'est-à-dire que parfois, c'est le chef de projet ou la personne en charge de l'animation du groupe qui va se dire, bon, je vais fixer des règles de vie. Et en fait, ces règles de vie sont imposées. Et donc, c'est plus difficile derrière de les faire respecter. Moi, ma proposition, c'est de vous dire, quand un collectif se constitue ou quand vous sentez qu'il y a besoin de relancer un peu la démarche collaborative,
proposer une séance de définition des règles de vie. Et puis, une fois de temps en temps, ça peut être une réunion annuelle, ça peut être plus régulièrement, vous pouvez aussi proposer un espace de, on va dire, une réunion de gouvernance, à l'occasion de laquelle vous pouvez dire, bah, finalement, est-ce que les règles de vie qu'on s'est fixées au départ de notre projet, est-ce qu'elles sont toujours valables? Est-ce qu'elles nous, voilà, est-ce qu'elles nous correspondent toujours? Et ça, je trouve que c'est un outil extrêmement efficace. Troisième chose, se distribuer des rôles. Ça, vous l'avez cité aussi à plusieurs reprises. Bien souvent, les collectifs fonctionnent de façon, voilà, on ne sait pas trop. En fait, tout le monde a une fonction, mais on ne sait pas trop ce qu'il vient apporter. Là, on peut donner une forme de contribution. C'est-à-dire, chacun va apporter quelque chose au projet, par exemple, mais chacun peut aussi jouer temporairement ou durablement une fonction. Et je le dis temporairement parce que je trouve très intéressant l'idée de faire tourner les rôles. C'est-à-dire que même l'animation d'un groupe peut être une fonction tournante au sein du groupe. Vous pouvez aussi désigner quelqu'un qui va surveiller le temps. Ça faisait partie, je crois, d'une des méthodes les plus impactantes pour un des groupes, c'était de dire il faut absolument que le temps soit pris en compte, la durée de la réunion, la durée de chaque point, que voilà, il y a un rythme et qu'on ne perde pas le rythme de la réunion. Effectivement, c'est extrêmement important pour conserver une envie à travailler ensemble. Et puis, pareil, est-ce qu'il y a une fonction prise de notes qui peut être tournante? On peut aussi, on l'a testé, désigner un observateur dans un groupe, c'est-à-dire quand on sent qu'il y a besoin de prendre du recul, demander à quelqu'un de ne pas participer au processus pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, juste pour regarder comment le groupe fonctionne. Vous l'avez cité aussi, faire connaissance autrement. Souvent, on se contente, on va dire, d'une présentation dans un format moi social. Je m'appelle Étienne Galmiche, je suis le fondateur de l'agence Activement Bousculante. Voilà, bon, vous en savez finalement assez peu sur moi, si ce n'est que vous connaissez ma fonction. Mais peut-être que vous seriez intéressé de savoir que je suis musicien, que j'aime autant la campagne que la ville, que je suis cycliste et que j'ai plus de voiture, etc. Je peux vous donner un certain nombre d'informations sur moi qui vont donner, on va dire, une forme de coloration à qui je suis et donc peut-être favoriser des interactions de meilleure qualité. Vous avez été plusieurs à le proposer comme une solution insolite, l'idée de changer d'air, effectivement, de ne pas se cantonner aux salles de réunion, mais peut-être se réunir ailleurs ou autrement. On peut se réunir dans un bar, on peut se réunir au restaurant, on peut se réunir en marchant, on peut se réunir debout. Les réunions debout ont été à la mode il y a quelques années où on proposait des réunions courtes, 45 minutes, et puis les personnes restaient debout dans l'idée de leur donner envie que la réunion se termine. Donc effectivement, tout ça sont des méthodes qui ont été testées, qui fonctionnent et qui peuvent effectivement changer un petit peu les habitudes de fonctionnement d'un groupe et donc potentiellement changer aussi les positionnements des uns et des autres dans un système relationnel. Vous avez parlé des ordres du jour, c'est quelque chose de très important. Se définir des objectifs qu'on appelle, par exemple, avec la méthode SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et tenables dans le temps. Vous retrouverez l'acronyme partout, SMART, ça marche bien. C'est effectivement, est-ce que dans notre collectif, les objectifs sont bien clairement définis globalement et puis aussi à l'occasion d'une séance de travail. Et puis enfin, et c'est pas c'est last but not least, comme on dit, ça peut être vraiment intéressant de prendre un temps pour déterminer un socle de valeurs communes ou un socle commun de valeurs. Il y a des jeux de cartes qui existent où il y a des listes de valeurs qu'on peut trouver sur Internet. Et ça peut être très intéressant de voir si on partage ou pas les mêmes valeurs pour un projet. Et je pense que ça peut être là aussi quelque chose que vous pouvez utiliser pour créer un collectif ou au contraire pour relancer un collectif dont vous sentez qu'il a tendance un peu à s'essouffler ou à être un peu trop dans le conflit. Toutes ces règles-là de cadre, vous pouvez les utiliser pour installer un collectif, mais vous pouvez aussi les utiliser pour redynamiser, relancer, régler des tensions ou des conflits au sein d'un groupe. Céline, je vais te redonner le micro, puisqu'il est 16h55, on arrive à la fin de ce temps de conférence. Je crois que tu avais quelques informations à partager. Alors, surtout une question à poser. Alors, juste, Charlotte Juvin peut demander quelle est ta définition des règles de vie. Donc, oui, alors moi, la question que je pose, c'est de quoi avons-nous besoin pour collaborer efficacement et avec plaisir? De quoi avons-nous besoin? C'est vraiment cette histoire de besoin. De quoi avons-nous besoin pour collaborer efficacement et avec plaisir? Parce qu'effectivement, c'est les deux éléments que j'avais mis au départ en termes d'enjeux de collaboration. Voilà, de quoi avons-nous besoin?